Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Je regarde présentement une map monde. J'ai ici à l'auberge une grande carte du monde. Et les gens qui passent, ma famille proche, ma famille éloignée, mes amis, tout le monde qui passe ici, mais ils peuvent mettre sur cette carte une épingle qui montre les endroits où ils ont visité dans leur vie. C'est impressionnant. Je regarde présentement cette map monde-là et je vois des épingles un peu partout. L'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est magnifique, cette map monde-là, avec toutes ces petites épingles-là. Et ces épingles-là, c'est tous des voyages, des gens que j'aime beaucoup. Et je regarde présentement cette map monde-là et il y a un endroit qui n'a pas eu de visite. Et cet endroit-là, j'aimerais beaucoup, beaucoup y aller. C'est un projet futur, mais un jour, je vais y aller. Au Moyen-Orient, précisément en Israël, précisément au Liban, qui est 2 pays de la Méditerranée formidables. Beaucoup d'histoire et c'est sûr, c'est le berceau, c'est un berceau de l'histoire et une température de rêve. C'est sûr qu'un jour, je vais aller dans ce coin-là du monde. Justement, je le fais avec des podcasts et c'est notre 3e voyage ensemble au Liban. Le premier podcast qui s'appelait Beka, Jardin du Moyen-Orient. L'autre podcast s'appelle Kessara, le vin béni. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter une histoire, une nouvelle histoire libanaise, d'un domaine particulier il s'est passé quelque chose, puis quelque chose de vraiment d'extraordinaire. L'histoire commence par une famille chrétienne libanaise qui achète dans les années 70 un domaine. Et ce domaine-là, qu'on peut se dire comme une grande ferme. Ce domaine-là, il cultivait les raisins, mais le raisin de table. Donc, cultivait le raisin, avait un potager, et faisait aussi de l'élevage de chevaux. Donc, c'était une ferme coquette, une belle ferme. Arrive une chose terrible, arrive la guerre civile de 1975. Cette famille-là, moi, je les appelle un peu comme des farmers du Moyen-Orient. Cette famille-là, la famille Ghosh, je crois que c'est comme ça qu'il faut prononcer leur nom de famille, la famille Ghosh, mais obligée de partir, obligée de fuir, et parce que c'était la guerre civile, c'était la guerre à l'intérieur du pays. Des squatters ont occupé leur maison. Durant des années et des années, eux étaient partis. Et c'est des années très, très difficiles pour le Liban. Plusieurs endroits, c'était la dévastation. Une grande tristesse. Après la guerre, l'aîné de la famille, ceux qui sont partis, l'aîné de la famille, lui, il a réussi à convaincre les squatters parce qu'il y avait encore des gens qui habitaient leur maison, leur ferme. Il a réussi à les convaincre de partir. Et les tractations ont été très difficiles. Il y a même eu beaucoup de dangers pour lui. Mais il a fini par faire partir ces gens-là qui occupaient leur maison. Et il a été capable de reprendre justement la ferme. Mais là, c'était la désolation. La propriété familiale était en partie détruite. C'était une grande tristesse. Et il restait des ruines et il restait aussi, justement,
les champs qui étaient en ruine parce que personne ne s'en était occupé. Donc, tout était laissé à l'abandon. Là, c'est l'aîné de la famille qui s'appelle Sami. Sami ne sait pas trop quoi faire. Il rencontre justement, un peu par hasard, il rencontre un vieux sage qui habitait le secteur. Il s'est fait ami avec lui. Et ce vieux sage-là lui conseille de partir une production d'arak. Oh, d'arak. L'arak, c'est une eau de vie très populaire au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Israël et en Palestine. Donc, cette région-là du monde, c'est des gens qui aiment beaucoup l'arak. L'arak, c'est une eau de vie anisée, hein, avec de l'anis. Un peu, si on fait le tour, mettons, si on fait le pourtour de la Méditerranée, c'est très sud, hein, les eaux de vie anisées. On parle autour de la Méditerranée, on parle en Espagne, ils font des anis, justement. Les Français, ben, ils ont leur pastis, qu'on connaît très bien, les Français et leur pastis. C'est une grande tradition. Les Italiens ont leur sambuca. Ensuite, les Bulgares ont leur mastika. Les Grecs ont leur ouzo. Le raki, c'est une boisson turque. Vous voyez que ces boissons anisées-là, c'est très, très populaire dans le bassin de la Méditerranée. C'est un alcool fort, typique de la Méditerranée. Donc, Sami Ghosh décide de poursuivre l'idée de ce vieux sage, et il décide de s'acheter un alambic. Et il s'est acheté aussi des tonnes de raisins blancs pour pouvoir fabriquer l'arak. Donc, l'arak, à la base, est un alcool de raisin. Donc, on prend le jus, on le fait distiller, on y met des graines d'anis. Et j'ai lu quelque part, ou j'ai entendu quelque part, que arak veut dire en arabe sueur. J'ai trouvé ça comique. Donc, c'est comme l'arak, comme c'était de la sueur. Pourquoi? Parce que les vapeurs, quand on fait condenser justement le jus de raisin, ça fait de la vapeur et ça fait des gouttes d'eau. Et c'est comme si l'alambic suait. Donc, ça fait comme une sueur. J'ai trouvé ça le fun comme anecdote. Donc, au début, Sami Ghosh, au début, sa production était artisanale. Et il réussit à vendre dans les pharmacies à Beyrouth des petites bouteilles d'arak. Donc, quand même, il a commencé un petit commerce. Et ce petit commerce-là est devenu grand. Et aujourd'hui, l'arak, un des araks les plus reconnus, c'est la fameuse bouteille bleue, très belle bouteille bleue, qui s'appelle l'arak de Masaya. Masaya, qui a conquis le monde entier. Cet arak-là a fait le tour du monde. Et c'est un des produits phares du Liban. Donc, les revenus de cet alcool-là ont permis de repartir la production de raisins. Ça, c'est intéressant. Donc, là, ils ont réussi à avoir des sous, avoir de l'argent pour repartir la production de raisins, mais cette fois-ci, pas du raisin de table, mais du raisin pour faire du vin. Donc, la région est parfaite pour ça. Le Liban, c'est en majorité un sol argilo-calcaire. L'histoire du vin et du Liban est reliée. On peut retourner dans la Bible, hein, des histoires bibliques. Hein. On a des images, des histoires bibliques, justement, de Jésus qui change l'eau en vin. C'est des images qu'on a comme ça. Ben, c'est à Cana que Jésus a changé l'eau en vin. Cana, ben, qui est une ville du Liban, tout près d'Israël. Les Romains, à une certaine époque, ont fait bâtir un temple dans la vallée de Béka, la superbe vallée luxuriante qu'il y a au Liban, entre des chaînes de montagnes. Mais dans la vallée de Béka, en l'honneur de Bacchus, le fameux Bacchus. Et là, il y a un temple qui a été monté
par les Romains, le temple de Bacchus. Il faut voir l'image de ce temple-là qui est incroyable, très bien conservé aujourd'hui. Il y a un site archéologique exceptionnel de cette Rome impériale-là. Donc, le fameux temple. Donc, il y a un lien entre le Liban et le vin. C'est en partie, le Liban, c'est l'histoire du vin, il faut le voir comme ça. Donc là, on est en 1997. Masaya, qui est le nom du domaine, bien, on plante, là, on y va à fond, on a des budgets. On y plante des cépages français, le Grenache, le Cabernet Sauvignon, la Syrah. Et là, ils vont s'associer. Ils ont eu le génie de s'associer avec des Français, justement, pour avoir des bons conseils. Donc, les Français Hébrard. Hébrard, c'est l'ancien proprio, la famille Hébrard, c'est des anciens propriétaires de Cheval Blanc, imaginez. Et je crois qu'il est nouvellement propriétaire du château Trianon. Donc, c'est la famille Hébrard et M. Hébrard, c'est des spécialistes de la façon de faire bordelaise. Où ici, ils se sont associés. Masaya s'est associé avec Brunier. Brunier, c'est la célèbre famille du vieux télégraphe à Châteauneuf-du-Pape. Donc, l'association avec les Français et les Libanais, bien, ça l'a donné vraiment là, une poussée, justement, à Masaya qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc, fin des années 90, début des années 2000, Masaya entre dans le vin qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, Masaya, c'est un immense vignoble. Quand on y pense, ils ont repris cette ferme-là, ils ont repris cette place-là qui était détruite par la guerre. Et aujourd'hui, c'est un immense vignoble. On parle de restaurant, justement. On parle d'une place rêvée pour faire des mariages. C'est de toute beauté, Masaya. De toute beauté. C'est incroyable. Il y a même imaginez, il y a même une pizzeria en plein air. Tu sais, un look, là, avec le look ancien et moderne. Là. C'est beau. C'est beau. Masaya, c'est vraiment, vraiment beau. Puis il en profite, c'est sûr. Il ne tombe même pas 1 millimètre de pluie de mai à octobre. C'est un paradis sur Terre. On voudrait, il y a un genre de petit sunset bar, là. On voudrait finir notre jour au sunset bar à Masaya. Donc, en plus de l'Arak, la fameuse bouteille bleue d'Arak, ben, les vins qui sont offerts par la maison Masaya, ben, il y a 4 rouges, un blanc, un rosé. Et c'est ce que j'ai décompté présentement. Il y a peut-être des produits qui ne sortent pas du Liban, mais les produits qui vont à l'extérieur du Liban, il y a des produits vraiment, vraiment intéressants. J'ai bu 2 bouteilles. Le Masaya 2020 en blanc. Justement, c'est un montage de plusieurs cépages qui comprend un cépage qui s'appelle l'Obeidi. L'Obeidi, qui est un raisin typique libanais, qu'on surnomme, j'ai trouvé ça le fun comme surnom, on le surnomme le chardonnay du Moyen-Orient. Donc, ce cépage-là, qui est à la base pour faire de l'arak, mais on l'utilise aussi pour faire ce très bon blanc, un blanc jeune, tu sais, un blanc jeune qui se boit jeune. Quoi, il fait 8 mois de barrique. Donc, floral, et légèrement, tout doucement boisé. Un excellent blanc à un prix vraiment le fun. C'est plaisant. C'est vraiment plaisant de savoir ça. Le deuxième que j'ai bu, ben, c'est une bouteille aussi populaire que le blanc. Le Masaya Colombier. Là, on est encore en pleine jeunesse. Hein. C'est des vins qui sont jeunes, qu'il faut boire jeunes. Donc,
très poivré, épicé. Il y a une twist de soleil dans ce vin-là. Donc, c'est une bouteille de rouge qui tire à près de 15% d'alcool, mais quand même qu'on va rafraîchir juste un petit peu. Et ça va aller d'une manière... C'est merveilleux avec un steak sur le charcoal. Vous savez, cette viande-là qui va cuire sur le charcoal, ça nous prend justement un vin avec un peu de poivre dedans, un peu d'épices dedans, et vous allez vraiment aimer ça. Le Masaya colombier, formidable, avec de la viande grillée, vraiment, vraiment. Et je me promets un cadeau, de m'acheter une bouteille de Masaya Gold Reserve. Je vais me faire un cadeau à un moment donné. J'en ai entendu parler beaucoup. Et c'est un vin qui a reçu beaucoup, beaucoup d'éloges. On parle des plus vieilles vignes en Masaya, les plus vieilles vignes de Cabernet, de Mourvèdre, de Syrah. On parle de 2 ans en fût de chêne. On parle d'un concentré de soleil et qui a vieilli. Là. C'est un vin qui peut vieillir et vieillir encore et encore. Donc, je me promets de me faire un cadeau. C'est un beau cadeau, je pense, que je vais me faire avec un Masaya Reserve. Donc, c'est un vin qui paraît qu'il faut absolument goûter. Je me promets d'y goûter. Ça, c'est certain. Quelle place extraordinaire. C'est comme un peu... Masaya, c'est comme un peu un miracle. C'est une place miraculeuse. Ils sont partis de rien. Tout était détruit. Et aujourd'hui, sont revenus. T'sais, le Liban vit encore d'espoir et vit encore d'insécurité. Mais c'est comme ça depuis l'Antiquité. T'sais, c'est un pays miracle. Masaya, c'est miraculeux. Mais le pays aussi, c'est un pays miracle. Et on l'espère, bien sûr, on l'espère que ça soit la paix pour toujours. Pour nous, amateurs de vin, mais c'est un pays à découvrir. Il faut découvrir le Liban. Il faut fouiner dans les vins libanais. Il y a des belles surprises. Masaya en est une. Parce qu'on a besoin de soleil. On a vraiment besoin de soleil. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous souhaite un bon barbecue avec un Masaya.